seul Kenyan, le président s'est acquitté d'un important devoir, celui donc d'expliquer à la communauté congolaise du Kenya le bien fondé de cette adhésion et de la collaboration avec Nairobi. Kokomolisho, Jean Réguelo pour le reportage. C'est dans une effervescence totale que la communauté congolaise du Kenya a reçu le couple présidentiel ce dimanche 10 avril au terme de la visite présidentielle des 3 jours. La rencontre s'est déroulée sous la forme d'une tribune des libre-échanges avec les compatriotes vivant au Kenya. Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi a expliqué les avantages de l'intégration de la RDC à l'East African Community. Namasolo Oyo Tozalaki Nango Ndeko Nangai, président Uhuru Kenyatta, Likambo, évidemment, il y a la population na biso avantage, le peuple na biso ezalaki wana na kati ya masolo wana. Totalaki ndenge nini tokoki kosala de sorte que to se rapprocher davantage. Tosolaki neti par exemple likambo oyo ya ba communication. Boyebi te na East African Community mobimba normalement ba tarif donc lokwa soki bino a olingo benga Kinshasa to mboka mosusu na Congo eza cher, mais normalement tokokoma lokwa tarif local ekokoma lokwa mais puis sur le droit de côté dans l'East African Community, tout ça là, on passe à naviguer aux avantages ni fait du sous makamboya libre circulation, c'est-à-dire au sans visa. Déjà dans le discours il y a investiture le 24 janvier 2019 Nazari Koluka to Sangana na bandeko na biso ya East African Community parce que Congo na biso eza monene bandeko na biso nyonso ba Congolais bazo vivre na est ya mboka bazaki na pasi surtout par opérateurs économiques par rapport à ba pays où ils ont déjà dans East African Community où ils ont voisins na biso le Rwanda, Ouganda, Burundi. Donc, ils ont quand même moi passé pour que ça va faire, bango bagi na avantage il y a douane, tandis que biso toaki ko foot à douane, donc quoi ba nyonso au bazana East African Community. Donc to sali effort wana kotokota na kati wana. Mais ezaka ka pona bongo te. East African Community ezali marché monene. Ndenge tokoti boye Tokolukato se rapprocher à travers l'infrastructure où Tokotonga, Manzela, Rail, Tokofongola sous passage sous le roi dans lac Tanganyika, formalité vous allez alléger pour un contact dans le pays où la communauté Yasikao Tokoti est à la facile. Convaincus par l'allocution du Père de la Nation, les Congolais du Kenya ont pris l'engagement d'accompagner les actions et la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En signe de cet attachement à la mère patrie et au couple présidentiel, les Congolais de Nairobi ont remis plusieurs cadeaux au chef de l'État et à la distinguée première dame. La revanche du sol sur le sous-sol, une option envisagée par le chef de l'État pour soutenir l'économie nationale par l'agriculture et qui prend suffisamment forme avec la série d'actions enregistrées, la toute récente, c'est la signature à Nairobi d'un accord de collaboration dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage. Cette collaboration qui lie désormais la République démocratique du Congo au Kenya a été signée en présence de 2 chefs d'État congolais et kenyans au State House de Nairobi. Kokomolisho et Jean Réguelo signent encore une fois de plus ce reportage. La démocratique du Congo et la République du Kenya sont désormais déterminés à collaborer très étroitement dans le secteur de l'agriculture.
Kinshasa et Nairobi viennent de signer l'accord de coopération dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. L'accord a été signé par l'ambassadeur à échelle Omamou, ministre des Affaires étrangères pour la partie kenyane, tandis que Nzinga Birinanze Désiré, ministre de l'Agriculture, et Bokule Diema Adrien, ministre de Pêche et de l'Élevage, l'ont signé du côté République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée le vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi en présence de deux chefs d'État, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta. L'accord vise à augmenter la productivité dans le secteur agricole au Kenya et en République démocratique du Congo, mais aussi les investissements conjoints entre les entrepreneurs privés respectifs et les échanges commerciaux bénéfiques aux deux parties. 4 millions de dollars américains, c'est donc cette enveloppe que le Kenya va disponibiliser pour booster le secteur agricole en République démocratique du Congo. Le ministre congolais de l'Agriculture, qui a signé ce partenariat, a fourni des détails à nos confrères sur place à Nairobi. Désiré Nzinga annonce également la participation de la RDC à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Il est au micro de Marthe Mangazakalala. La République démocratique du Congo traverse sa période d'intégration à la cartographie des États de l'Afrique de l'Est avec ses 100 millions d'habitants. Le Kenya va disponibiliser une enveloppe de 4 milliards de dollars américains pour booster le secteur agricole en RDC. À quoi consiste ce protocole? Le protocole consiste à ce que nous puissions répondre aux besoins du moment, ce que demande nos peuples. Nos peuples demandent à manger. D'abord, sans une bonne alimentation, il est difficile que les gens réfléchissent bien, il est difficile que les gens étudient bien, il est difficile que les gens produisent finalement. Ils disponibiliseront une enveloppe de presque 4 milliards de dollars, 4 milliards s'il vous plaît, pour venir booster, pour venir nous aider à pouvoir nourrir l'Afrique et nourrir le monde. Nous devons passer à la vitesse supérieure, celle de sensibilisation, de réveiller le Congolais à pouvoir se mettre à l'œuvre, à pouvoir accueillir tout ce qui vient pour qu'ensemble nous puissions développer l'agriculture du Congo. Pour la politique du ventre, Désiré Nzinga Birinanze est engagé. Il prend part dès demain à l'Assemblée générale de l'FAO qui se tient à Malabo, en Guinée-Conakry. C'est pour participer à l'Assemblée générale de la FAO sur la participation de la femme et de la jeunesse dans l'agriculture. Et là encore, les Congolais ont beaucoup à apporter, naturellement parce que la grande masse d'agriculteurs au Congo se trouve dans la classe des femmes et de la jeunesse. Vous avez sûrement compris avec nous, il s'agit donc de 4 milliards et non 4 millions comme nous l'avons dit précédemment. Les choses se clarifient davantage concernant la construction de la route Kasumeno-Kasenga-Chaloué après la signature du contrat de concession. Le premier coup de pioche sera donné au mois d'août. Ce sont des assurances des responsables de la structure GED Africa LDD au Premier ministre Sama Lukonde. 750 millions de dollars, c'est le coût total du projet. Les explications de Pati Tondoango Kizonda. Cette délégation des GED Africa LTD était conduite auprès du chef du gouvernement par son partenaire régional Edi Garambe, qui a expliqué à la presse les mobiles de leur visite auprès du chef du gouvernement. L'objet de notre visite aujourd'hui auprès de son Excellence Monsieur le Premier ministre s'est articulé sur 2 points. Le premier point, c'était celui de lui annoncer la signature en ce jour du contrat de concession du projet routier Kasumeno-Kasenga-Chaloué. Ça, c'était la première raison de notre visite, mais également lui présenter nos remerciements pour le gouvernement ainsi que pour les chefs de l'État de l'appui et de l'accompagnement que nous avons reçu sous ce projet depuis l'avènement du président de la République, mais également de l'actuel gouvernement. Le coût total de ce projet est de 750 millions de dollars. Et sur les 750 millions de dollars, nous avons eu le plaisir d'annoncer auprès du Premier ministre que nous amenons, nous en tant que groupe européen de développement, nos propres capitaux d'une hauteur de 250 millions de dollars. Donc, il était très important d'abord d'avoir un contrat de concession, ce qui a été signé cet après-midi. Et nous avons donné des garanties auprès du chef du gouvernement que les premiers coups de pioche, nous les aurons au mois d'août de cette année. C'est un projet PPPE, c'est-à-dire le gouvernement de la République n'a investi aucun rond. Donc nous,
nous apportons 25%, ce qui représente 250 millions. Le reste, c'est financé par des bailleurs de fonds. Mais ce qui est important ici de souligner, c'est que avant que les bailleurs de fonds puissent répondre, nous avons nos propres fonds sur lesquels nous pouvons commencer les travaux. Nous avons déjà fait les 11 km reliant Kasumeno à Kasenga. Edi Garambe affirme aussi avoir mis à profit les concours de circonstances du fait que les premiers ministres fils de Kasenga soient les dépositaires d'une certaine expérience dont la société voudrait bénéficier pour réussir son projet, d'où leurs discussions ont porté entre autres sur les aspects sociaux du projet. C'est un rêve pour le pays et particulièrement pour les populations du Grand Kasaï de voir le projet de construction du barrage hydroélectrique de Katende se réaliser. L'ambassadeur de la RDC en Inde, Rosette Mossi, revient du site de construction de ce barrage, les raisons de son déplacement. C'est dans son reportage de Chimène Dondo et Jean-Paul Baziaka. La récente visite du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'espace Grand Kasaï, a permis de constater l'arrêt de travaux sur le site hydroélectrique de Katende. Cette centrale hydroélectrique qui a coûté à la République une somme estimée à plus ou moins 400 millions de dollars américains nécessite une réhabilitation urgente. Pour résoudre ces problèmes, en vue de relancer le travaux du chute Katende, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, Rosette Monsignamale, a effectué une visite d'inspection de matériel à expédier au Kasaï central pour l'acheminement des 22 containers des équipements de la centrale hydroélectrique. Nous sommes venus pour faire l'état de lieu de matériel qui s'est trouvé ici. On va aussi faire à la SNCC et demain ce sera le départ sur Kananga. Cette visite conjointe impliquant toutes les parties prenantes dans la construction du barrage de chute Katende, composée de représentants de l'Exim Bank, l'entreprise Wapcost Limited BHL, ainsi que l'équipe de gestion du projet GCK. Plus de 3000 tonnes de matériel déjà mobilisé. Le processus d'acheminement du matériel de la centrale de Katende a permis aux parties prenantes de procéder à l'ouverture de 22 conteneurs dans le but de certifier le contenu. Actuellement, le gouvernement de la RDC et de l'Inde sont engagés à finaliser le travaux dans le meilleur délai. L'acheminement de plus de 3000 tonnes de matériel sur le site hydroélectrique de Katende est un engagement citoyen en vue d'améliorer les conditions de vie de population de l'espace Grand Kasaï. Les frontières nationales pour la France, où près de 48 millions de Français ont répondu ce dimanche à l'appel aux urnes pour élire le successeur d'Emmanuel Macron. Aux dernières nouvelles, c'est le président sortant qui trône en tête de liste avec 28% de voix, suivi de Marine Le Pen avec ses 23%. Jean-Luc Mélenchon lui occupe la troisième place avec 20%. On note également un taux d'abstention de 26%. Le second tour va donc se jouer entre Macron et Le Pen. Le Parlement Rose, tribune d'expression pour les femmes, a tenu sa deuxième édition le samedi au Palais du Peuple. Plusieurs femmes qui inspirent dans différents secteurs se sont librement exprimées du haut de la tribune sur initiative de la députée nationale Christelle Voinga. Suivez ce reportage de Angèle Mabiala-Landou. C'était une salle pleine comme un œuf qui a accueilli des femmes de toutes les couches sociales de la population. Elles sont venues des quatre coins de la capitale. Même la pluie n'a pas eu raison de leur détermination pour ainsi répondre à l'appel de l'initiatrice du Parlement Rose, Christelle Voinga, députée nationale. Le Parlement Rose se veut une tribune d'expression pour les femmes et un cadre d'échange pour la promotion de la femme. Cette édition, la deuxième du genre, a été dédiée à une icône, l'ingénieur Philomène Omatuku, pour avoir servi la nation avec détermination et abnégation. 21 députées nationales, aujourd'hui ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kainda Maïna a fait part à l'assistance de son parcours rocailleux, son combat politique, sa décision de créer son propre parti politique, l'Alliance des démocrates chrétiens, ALDEC. Mon m'a demandé que je puisse quitter des sentiers battus, ou moi-même je devrais me frayer un autre chemin. Femmes, lèvez-nous, que nous puissions parler de nous par le travail. S'en est suivi, c'est haut gradé de l'armée, colonel de son état, avec 2000 unités à sa charge. Il faut être une femme forte pour le faire. 25 ans dans les services de sécurité, 25 ans, ce n'est pas une mince affaire. Elle assume. Chantal Kanimbo a su valoriser le métier noble de journaliste
et il a inspiré plusieurs femmes. Béatrice Lomeya, ministre honoraire du genre, parle de sa lutte pour un Congo meilleur. Madame Liliane a 2 enfants souffrant de la trisomie 21. Elle a décidé depuis plusieurs années de prendre en charge des enfants vulnérables. Cette dame forte lance ainsi un appel de détresse aux compatriotes et d'amour de venir à la rescousse de ses enfants. Christelle Vwanga, qui a drainé du monde ce 9 avril 2022, appelle les femmes à se mobiliser davantage pour prendre une part active dans les instances de prise de décision. Mon rêve, c'est d'avoir une génération de femmes fortes. C'est d'avoir une génération de femmes qui se soutiennent. Les femmes doivent se donner rendez-vous au sommet. Ces battantes ont promis de se retrouver en avril 2023 pour parler du chemin parcouru dans divers domaines. Vous l'avez compris, nous sommes de plein pied dans la partie magazine de ce journal et comme chaque semaine, le chef de l'État a accordé des audiences, participé à de réunions avec en plus un séjour de travail à l'extérieur du pays. L'une des activités qui ont marqué sa semaine, c'est la validation de la stratégie nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation DDRCS. Dans le document que nous vous proposons maintenant, Pierre Kibambé revient sur les grands moments de la semaine du président. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en début de semaine à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau du comité de pilotage du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. La réunion a procédé à la validation de la stratégie nationale de ce programme. Le président de la République avait, dans son allocution, exhorté les membres du comité de pilotage à valider cette stratégie nationale en vue de permettre au PDD-RCS de produire des effets tant attendus. Pour le chef de l'État, la stratégie nationale se conçoit comme une feuille de route permettant l'opérationnalisation du dit programme dans le but de matérialiser les objectifs à atteindre dans le cadre du développement communautaire, de la relance économique, la cohésion nationale et la stabilisation de la partie est du territoire national. C'est désormais chose effective. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est en présence du président en exercice de cette organisation sous-régionale, Uhuru Kenyatta, et de ses homologues de l'Ouganda et du Rwanda. La cérémonie solennelle s'est déroulée au State House à Nairobi, au Kenya. L'arrivée de la RDC au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est constitue un tournant en matière de la paix et du développement de la région, a indiqué le président du Kenya. Peu avant de se rendre à Nairobi, au Kenya, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au Palais de la Nation les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC. Mech Adje Silas était le premier à franchir le seuil du Palais de la Nation. Il a été reçu par le chef de l'État en sa qualité d'ambassadeur de la République des Côtes d'Ivoire. Détenteur d'une maîtrise en sciences juridiques, option sciences politiques, licencié en droit, professeur certifié, le diplomate ivoirien a été notamment ministre plénipotentiaire et analyste à la direction de la stratégie et prospective de la Direction générale de la stratégie et de l'intelligence. Le nouvel ambassadeur de la République de Corée en RDC, Cho Jaquel, est diplômé en lettres, langues et littérature française de l'Université nationale de Séoul. Il a assumé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment de deuxième secrétaire d'ambassade de Corée en République bolivarienne du Venezuela, premier secrétaire d'ambassade en Hongrie, conseiller à l'ambassade coréenne au Royaume de Suède et d'ambassadeur de Corée au Zimbabwe. C'était ensuite au tour de Cyprien Sylvestre Mamina, nouvel ambassadeur de la République du Congo, d'être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, il est aussi détenteur notamment d'un certificat de spécialisation en études de développement à l'Université de Genève en Suisse. Avant son accréditation à Kinshasa, le diplomate congolais a exercé notamment les fonctions de conseiller à l'ambassade de la République du Congo à Paris en France et de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger.
La République unie de Tanzanie est désormais représentée en RDC par l'ambassadeur Saïd Djouma Mchana, qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les diplomates tanzaniens et détenteurs des masters en administration des affaires. Retombée de la tournée d'itinérance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Grand Kasaï. La province du Kasaï doit bénéficier de la bonne desserte en courant électrique pour assurer son développement, une des doléances soumises au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la population de cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le gouverneur du Kasaï, Pierre Toutokot, a conduit auprès du chef de l'État l'investisseur responsable de l'entreprise électricité du Congo, Philippe Vanout. L'amélioration de la desserte en électricité au Kasaï s'inscrit dans le cadre du suivi de la visite d'itinérance du président de la République dans cette province du Grand Kasaï. A été dur, très dur même pour les conducteurs et propriétaires de véhicules de Kinshasa. Ce ravitaillement en carburant était réservé aux plus patients et aux plus insistants. Le gouvernement a promis de trouver une solution à cette pénurie qui perdure encore dans certains coins de la capitale. Au courant de cette même semaine, 2 drames ont été enregistrés causant mort d'hommes. L'un sur la nationale numéro 1 avec un gros véhicule qui a percuté tout sur son passage et l'autre dans le Nord Kivu avec un engin qui a explosé à Goma. Ce fait et tant d'autres sont repris dans la semaine en 5 avec Lucie Lavici-Senda au commentaire. Difficile pour les Quinoises et Quinois d'atteindre leur lieu de travail. Pas de carburant et les stations-service étaient fermées. Conséquence, embouteillage et difficultés des transports en commun. Après réunion d'urgence tenue par le ministre des Hydrocarbures avec les pétroliers, les causes sont d'ordre technique et donc pas de rupture des stocks ni d'augmentation du prix du litre d'essence à la pompe. Une situation persistante. Le chef du gouvernement a pris à bras-le-corps la question. Avec les pétroliers, les ministres concernés, un compromis a été trouvé pour juguler la crise. La sécurité alimentaire au centre de l'alliance parlementaire entre la RDC, le Congo-Brazzaville et le Gabon. En semaine, les parlementaires de ces 3 pays ont échangé avec les présidents de 2 chambres du Parlement congolais. Sécurité en Ituri, libération cette semaine des 3 membres du Task Force pris en otage par les miliciens Codeco. Ils ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité. Célébration le 7 avril de la Journée mondiale de la santé. Cette année, elle est placée sous le thème « Notre planète, notre santé ». Dans son message à la nation, le ministre de la Santé a appelé les Congolais à s'investir dans la protection de notre planète pour préserver leur santé. Des cas de vol, de destruction, bref, de sabotage sont signalés depuis un temps dans les installations de la GECAMIN. Cette semaine encore, l'usine de traitement des Kamatanda n'a pas fonctionné normalement suite à la coupure brusque de la ligne haute tension qui alimente la laverie. Grave accident dans le Congo central. Le gros véhicule a lâché, percutant tout sur son passage jusqu'à finir sa course dans le contrebas de la route. Bilan, 4 morts et plusieurs blessés. Selon les témoignages recueillis sur place, il s'agit d'une panne de vitesse qui serait à la base de ce drame. Par ailleurs, la colline de Bangu est réputée à cause de nombreux accidents mortels. Un autre drame, c'est celui survenu à Goma. Un engin a explosé dans la soirée du jeudi 7 avril au camp militaire Katindo dans une terrasse. Bilan, 6 morts, parmi lesquels les officiers supérieurs, 3 femmes et un enfant, ainsi que 13 blessés, selon le gouverneur militaire. La nature de cette explosion reste à déterminer par les enquêteurs. Les activités du mois de la femme ont été clôturées cette semaine en Mbuji-Mayi. Occasion pour la ministre du Genre, Famille et Enfants de dresser un bilan de tout un mois dédié à la lutte pour les droits de la femme. Le ministre des Transports était cette semaine devant les élus nationaux pour répondre à la question d'actualité lui adressée sur le transport aérien en RDC. S'agissant du dossier d'acquisition des 4 avions en faveur de Congo Airways, le ministre a souligné que la pandémie Covid-19
a eu un impact négatif sur la mise en œuvre des engagements en 2020, ce qui a occasionné un réaménagement du calendrier. Le ministre d'État, ministre du Budget, a séjourné dans le Sud Kivu pour, entre autres, sensibiliser les communautés locales sur le programme des 145 territoires. Ce membre du gouvernement a mis à profit son séjour pour régulariser les situations administratives des cadres et agents du ministère du Budget et structures associées. C'est l'une des pathologies les plus dévastatrices au monde. Les spécialistes la présentent comme une maladie infectieuse d'origine bactérienne potentiellement grave qui touche principalement les poumons et qui se transmet par voie respiratoire. Autrefois considérée comme une maladie d'adulte, la tuberculose toucherait aujourd'hui plusieurs enfants dans le monde, bien que sa détection chez ce dernier semble être encore difficile. Nos chroniqueurs se sont attardés sur cette problématique de la prise en charge des enfants atteints de la tuberculose. Constance Moranga est aux commandes de ce dossier. Suivez. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par les bacilles des coques. Pour la forme pédiatrique, près d'1 million de cas ont été recensés dans le monde. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la RDC est parmi les pays les plus touchés. Très souvent, les diagnostics posent problème et la prise en charge peut en pâtir. L'enfant en contact avec un adulte peut développer la tuberculose, une maladie contagieuse. Ainsi, il devient un cas index que l'on ignore. Ma fille toussait et avait de fièvre. Mon petit frère est venu de Mbandaka avec sa femme. Or, cette femme avait la tuberculose, comme elle était toujours avec ma fille. C'est comme ça qu'elle a été contaminée. Prendre en charge les cas pédiatriques de tuberculose, c'est un grand défi à relever. Catalyzing Pediatric Tuberculosis, appelé CAPTV, s'investit dans les recherches afin de produire des nouvelles données sur un nouveau modèle des soins contre la tuberculose pédiatrique. Les relais communautaires sont mis en contribution par les centres de santé pour détecter des cas. Le docteur m'a donné l'autorisation d'aller faire la recherche des cas chez les enfants dans l'entourage d'une personne adulte souffrant de la tuberculose. Comment s'organise la prise en charge après diagnostic? Dans quelques maternités et centres de santé, des dispositions sont démises lors d'un cas détecté. Si l'examen est positif, qui les prennent en charge et puis on fait le screening. Après faire le screening, on fait les recherches approfondies, on les soumet sous le traitement à 6 mois. C'était difficile pour trouver les enfants. Mais avec l'arrivée des projets CAPTV, nous avons intégré dans toutes les portes d'entrée. Il y a des enfants qui peuvent pousser, on donne les cachets ici, on fait les yeux, mais on les envoie pour faire les gynéspères. Là, nous aurons des résultats fiables. La tuberculose chez les enfants, c'est difficile maintenant de voir ça dans les micros. Avant, il n'y avait pas les enfants moins de 14 ans. Il n'y avait que les adultes comme ça. Donc on n'arrivait pas à diagnostiquer. Dès que l'enfant se présente, s'il voit qu'il est signe positif, lui, il amène sur moi un clinicien, et puis j'ai fait l'investigation. Et ce qui me facilite encore l'appareil des gynéspères, les résultats sont les mêmes jours. Et les médicaments sont à notre disposition. L'objectif des CAPTV étant de contribuer à la réduction de la morbidité et mortalité due à la tuberculose pédiatrique, ces projets a facilité la prise en charge des enfants malades et leur a sauvé des vies. C'est un projet innovateur qui consiste à implémenter un paquet d'activités qui permet d'améliorer la prévention, la détection et la prise en charge de la tuberculose pédiatrique. À la fin du projet, nous avons fait en fait une transition avec le programme national de lutte contre la tuberculose. La TB tue les enfants. Pendant 4 ans, nous avons développé un modèle qui a montré qu'on peut améliorer les choses. Maintenant, c'est au niveau du gouvernement congolais
de prendre les choses en main et de mobiliser les ressources pour que tous les enfants puissent bénéficier de l'expérience CAP-TB. Pour éliminer la tuberculose en général et pédiatrique en particulier. D'ici à 2030, il faut diversifier les stratégies de lutte afin de préserver l'avenir des enfants. Vous l'avez sûrement déjà constaté si vous avez l'habitude d'emprunter les artères de la capitale, deux technologies de régulation de la circulation routière rivalisent au niveau du cabu à proximité du stade de Martyr, d'un côté le robot roulage et de l'autre des feux de signalisation récemment implantés. Problème de coordination ou encore motivation inconnue, les passants comme les policiers connus à la circulation routière à cet endroit, tous se posent la même question. C'est le dossier que nous propose Châti-Touémé. Passe plus l'usage de la route s'habitue à la présence du robot roulage. Cet instrument, inventé en 2013 par des ingénieurs congolais pour réguler la circulation et la rendre fluide, est mise inutilement en compétition avec des feux de signalisation marque sud-africaine. Nous refusons que le robot soit déplacé. C'est notre symbole. C'est l'intelligence congolaise. C'est notre ami Mami Jacob Golista qui est concepteur de ces robots. En effet, par ce mouvement, allume les yeux lumineux pour donner des passages ou non aux usagers de la route. Cette machine est un véritable outil de travail qui accompagne les agents de la police de circulation routière. Ce robot nous aide à réguler la circulation. Il commence son travail à partir de 7 heures jusqu'aux heures tardives. Et cela facilite les usagers de la route pendant leur circulation. Les usagers de la route obéissent aux signaux émis par cet instrument. Et pourtant, depuis la mise en circulation des robots roulage, il a été constaté la diminution des cas d'accident dû au non-respect du code de la route. La sortie de flambeaux sur poids lourd a cruellement besoin d'une signalisation. Il en est de même de la jonction 14e rue, poids lourd, point de besoin de rappeler les coins de la capitale ayant besoin de feu, rond-point Ngaba, Super Limba, la liste est exhaustive. Nos infos que le robot pendant 7 ans en train de réguler, c'est un qui est très compliqué. Et ça régule très bien. Vous-même vous avez vu pendant la journée comment il y avait la pluie, mais le robot sous la pluie, il est en train de réguler la circulation sans problème. Nous interpellons avec toute humilité le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre du Transport national, le ministre provincial du Transport et la CNPR, de dire à ces gens qui ont mis les signalisations de venir enlever. Parce qu'à Kinshasa, nous avons plusieurs endroits qui demandent le fait de signalisation. Pas seulement là où il y a déjà une technologie. Comment un travail apprécié par les usagers de la route peut être noyé par l'installation des feux de signalisation alors qu'on en a besoin ailleurs. Étant qu'une invention congolaise, l'État aurait pu s'investir pour que la régulation routière en République démocratique du Congo ne soit faite que par Women Technology, service robot roulage. Ainsi, ça serait une marque déposée et une fierté congolaise. Que notre rédaction va suivre de très près. Faisons un tour en province sous les travaux de la conférence des couples pasteurs de la 51e communauté évangélique de Lubangui-Mongala se sont clôturés sur une note de satisfaction avec en attache plusieurs recommandations prises en lecture. Le deuxième vice-président du Sénat a appelé les chrétiens dans leur diversité à cultiver l'amour et l'unité. Robert Bernard, explication. C'est tout. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage. Nous allons revenir. Nous proposons à présent un autre reportage, bien sûr, sur les élections des gouverneurs avec les potentiels candidats qui continuent d'affûter leurs armes. Nefertiti Diaza était en Kamba pour une prière, probablement une bénédiction. Suivez ce reportage. Simon Kimbang, plusieurs
été conduite auprès du deuxième vice-président du Sénat par le représentant de la FAO en République démocratique du Congo, Aristide Ongone Obam. Vraisemblablement un problème technique que nous avons essayé de prendre le prochain reportage qui parle de l'économie avec la promotion des investissements locaux avec cette synergie qui se constitue autour de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, cette agence conseil du gouvernement en matière de climat d'affaires vient signer un protocole d'accord avec l'association des femmes chefs d'entreprise de la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont convenues de mener des actions communes en faveur de l'entrepreneuriat, particulièrement celui de femmes. C'est un reportage de la commissaire. L'église kimbangiste a clos les festivités du centenaire de naissance du prophète Simon Kimbangu. Plusieurs notabilités ont fait le déplacement de Mukamba. La sénatrice Nefertiti Ngundianza se satisfait de la décision présidentielle d'inscrire la date du 6 avril sur la liste des jours fériés et légaux en RDC. L'église kimbangiste, c'est un patrimoine que nous devons conserver. Je suis d'autant plus heureuse que cette église a su trouver à la face du monde son universalité. Aujourd'hui, c'est encore une joie parce que nous avons vu que le chef de l'État a voulu donner le message qu'il a concrétisé sa promesse de pouvoir ériger la journée du 6 avril comme une journée chômée. Nous remercions en tout cas les chefs de l'État pour cela et espérons encore, comme il nous a été annoncé par son directeur de cabinet adjoint, que cette ordonnance qui est sur sa table sera effectivement signée. Candidat gouverneur du Congo central, Nefertiti Ngundianza veut fédérer toutes les tendances en vue de relever les défis de cette province appelée à être développée et surtout à être gouvernée autrement. En tant que Congolaise, nous devons aussi avoir nos références. Et pour moi personnellement, ma référence est celle de ma maman, parce qu'elle a été cette femme qui s'est levée pour la construction de cette église, que je ferai vraiment de l'unité comme mon cheval de bataille. Parce que je pense que sans l'unité, on ne peut pas aller au travail. Nefertiti Ngundianza est une habituée de la Nouvelle Jérusalem. Elle s'y rend souvent lors de manifestations pour rencontrer le chef spirituel Simon Kimbangu. Présent ce communiqué avant de poursuivre ce journal, le secrétariat général à l'environnement et développement durable EDD, ainsi que la direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD informe les opérateurs économiques exploitant les installations classées de la catégorie 1A dans leurs activités et ont procédé à la déclaration des éléments d'assiette des dites installations auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement Isabelle Papa Iléo, ex-avenue clinique en face de la clinique chinoise dans la commune de Lagombe ou sur les sites www.mmedd.gouv.cd qui sont conviés à retirer les notes de perception relatives auprès du centre d'ordonnancement de la DGRAD installée au secrétariat général de l'environnement et développement durable en vue de s'acquitter des taxes d'implantation TI, rémunératoire annuel TRA et de pollution TAPO. Le paiement de ce taxe pour l'exercice en cours devra intervenir au plus tard le 30 juin 2022. C'est signé Jean-Jean-Philippe Mourandikiré, directeur général de la DGRAD, et Benjamin Bamoninga, secrétaire général à l'EDD. On revient sur cet élément en rapport avec l'économie qui parle de la promotion des investissements locaux avec cette synergie qui se constitue autour de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. Cette agence conseil du gouvernement en matière de climat d'affaires vient de signer un protocole d'accord avec l'association des femmes chefs d'entreprise de la RDC. Les deux parties sont convenues de mener des actions communes en faveur de l'entrepreneuriat, particulièrement celui des femmes. Emmanuel Commissaire est au commentaire sur le reportage. C'est dans le volet promotion des investissements locaux, compris dans les missions de l'ANAPI, que la signature de protocole d'accord avec la SOF prend tout son sens. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui depuis quelque temps mutualise les efforts avec d'autres structures du secteur privé, tient à faire participer encore plus les investisseurs à la création d'une classe moyenne. Ces femmes chefs d'entreprise réunies dans la structure dite ASOF sont conscientes du bien d'un accompagnement pour réussir leur business. Nous attendons de l'ANAPI un accompagnement. Et nous attendons de l'ANAPI une implication dans le programme
part de l'ANAPI qui accompagne les entrepreneurs et particulièrement les femmes chefs d'entreprise. Les statistiques le démontrent, plus de 90% de revenus de femmes entrepreneurs sont déversés dans les familles constituant un soutien non négligeable pour la société. Il y a eu un besoin de pouvoir faire en sorte que l'entrepreneuriat féminin soit structuré. Aujourd'hui, il est formation, c'est même les domaines de collaboration dans lesquels nous avons un d'accord, participation à certains séminaires de formation, réfléchir ensemble comment atteindre ce qu'on appelle certains voies d'accès au financement. Comme avec l'ANADEC, la FENAPEC, la COPAMECO, la FEC et aujourd'hui la SOF, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, souhaite étendre son réseau de partenaires. L'idée étant de créer une synergie autour de la promotion et l'accompagnement des entrepreneurs locaux. On parle politique à présent avec l'Union fait la force formation politique. L'Union sacrée qui continue d'imprimer une nouvelle dynamique. Constantin Benguele a été donc reconduit à la tête de ce parti, nous disent Cédric Sénina et Camille Joquet. Ils sont venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo pour participer au premier congrès de l'histoire de l'Union fait la force. Réunis en session extraordinaire élective, les congressistes ont voté premièrement le bureau du congrès avant d'amender et adopter les statuts révisés et modifiés. Élu avec 179 voix sur les 186 participants, Constantin Benguele Tamuk prend officiellement la fonction de président national de l'UFF. Dans son discours, suivi avec intérêt, il a tenu à remercier tout d'abord les membres du parti et à réitérer son soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Chaque jour que nous vivons, je m'interroge sur la force, sur la sagesse, sur l'intelligence que nous avons pour la passer par. Et je réalise qu'il y a un nom devant nous. Que Dieu est au-devant de toutes choses pour les succès et la perpétuité de ces partis. Je voudrais aussi dire merci et exprimer notre reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Un petit rappel, l'Union fait la force a vu le jour le 25 août 2005 et compte deux députés siégeant l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale. Et sa bannière flotte sur toute l'étendue du territoire national. On retourne une dernière fois dans ce journal dans le Congo central, précisément au Kamba, où c'était dernièrement la cérémonie centenaire de l'église kimbangiste, une cérémonie qui a connu la présence de représentants de la province du Haut-Katanga. Regardez. La province du Haut-Katanga, qui est déjà Kabula-Katoué, a valablement représenté aux festivités liées à la célébration du 101e anniversaire de l'existence de l'église kimbangiste par la commissaire provinciale en charge de la culture et relations avec les communautés. Sur place en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, Immaculée Bagabé a été d'abord à la cérémonie d'ouverture et à la clôture des activités liées à cet anniversaire auxquelles plusieurs personnalités sociopolitiques de la RDC ont également pris part. Au cours de ces célébrations, Immaculée Bagabé a suivi religieusement l'homélie du représentant légal de cette église avant de prendre part au défilé organisé pour la circonstance. Bien avant la cathédrale kimbangiste, la commissaire provinciale en charge de la culture et relations avec les communautés du Haut-Katanga a visité plusieurs sites historiques et emblématiques du Congo central. Immaculée Bagabé a profité de son séjour en Kamba pour se recueillir pendant quelques minutes de la tombe de Papa Simon Kimba. À l'ouverture du centenaire, et nous sommes là aussi à la clôture, c'est parce que nous voulons accompagner en tant que représentant de la province du Haut-Katanga, son excellence Kabula-Katoué, accompagner l'église kimbangiste. Nous avons vu qu'avec l'amour, le travail et le respect des lois, ils sont en train d'appliquer, ça peut construire une nation. On parle encore une fois religion avec ces images de chrétiens catholiques et protestants du monde qui sont rendus ce dimanche à la messe, munis de leur rameau. Le dimanche de rameau qui précède la semaine pascale symbolise l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Les reporters ont fait la ronde de quelques églises de la capitale.
Hosanna, ce cri a retenti avec véhémence dans les églises chrétiennes. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Solennité inaugurale la passion du Christ par la fête de Pâques. Dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans la commune de la Gombe, les recteurs Abbé Camille et Kadingo a d'entrée de jeu procédé à la bénédiction des rabbins pour commémorer l'événement ayant eu lieu depuis des lustres. C'était au cours de la procession dans l'enceinte de la paroisse cathédrale. Dans son homélie, l'abbé Joseph Zuela a marqué sur les valeurs christocentriques au fin de tenir ferme dans la vie d'enfant de Dieu. L'abbé Zuela a rappelé à l'Assemblée la mission salvifique de l'Église, celle de gagner toutes les âmes pour la gloire de Dieu. Oui, il a recommandé une vie vertueuse pendant la semaine sainte qui s'annonce en l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC, Lukusa dans la commune de la Gombe. Ce culte de rabbins a coïncidé submerveilleusement avec la célébration des hommes baptistes. Ceux dans la communion d'esprit et la joie parfaite que l'assistance a commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Pour les prédicateurs des jours, le baptiste doit immortaliser dans ce monde et dans sa contingence. Ils sont conviés à bâtir leur église. Pour ce faire, ils ont la noble mission de contribuer à la propagation de la foi en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, engendré et non pas créé. Ils ne peuvent pas se laisser emporter par le conformisme mondain, car cela n'est que vanité entraîne la mort. La parole de Dieu doit être l'unique message pertinent et important pour les guider tout le long de leur pèlerinage. À l'issue de cet exercice de piété, le collège des pasteurs, dirigé par le professeur Raymond Angenzo, a réconforté les hommes baptistes et les a exhortés à viser l'excellence. Un mot dit par la pasteur Ponzi Massé. Christ en nous, l'espérance de la gloire, dicte la Bible. Et avant de boucler complètement ce journal, proposons en image la signature d'un partenariat entre la société Orange, RDC et un entrepreneur congolais, développeur d'un projet autour de l'éducation. Regardez. Toujours par les soucis des rencontres aux besoins de ma clientèle, Orange RDC propose des solutions à la fois pratiques et innovantes. Il s'est associé à Faith Solution Technology pour conclure ses vœux et avril 2022. Leur partenariat à travers les lancements dans les scolaires d'une application dénommée Schul System. Cet accord vise à promouvoir la coopération qui existe déjà entre Orange RDC et le jeune entrepreneur congolais dans les domaines de la technologie. Ces programmes va apporter beaucoup de solutions aux problèmes des écoles, de même qu'il va améliorer les conditions des élèves et de leurs parents. La déclaration et du directeur général de RDC, Ben Aïdara, faite lors de la signature du accord. Notre grande surprise et satisfaction, il propose un package qui offre à la fois cette plateforme applicative avec une application mobile qui intègre également un système d'électricité, parce qu'il a compris que l'électricité est également une problématique pour pouvoir connecter tout ça. Il apporte une solution de connectivité au travers d'Orange RDC et pour boucler la boucle, il offre une solution d'ordinateurs, donc de terminaux permettent aux écoles de pouvoir utiliser l'application. Manik Silan, CEO de Faith Solution Technology, a dit ses remerciements à Orange RDC pour son accompagnement. Il a promis d'améliorer les systèmes d'électricité dans les écoles avec comme objectif d'atteindre 1000 écoles par son programme d'ici 2 ans. Nous sommes rendus compte que plusieurs écoles n'avaient pas aussi d'ordinateurs, n'avaient pas de connexion Internet, mais n'avaient pas aussi d'électricité. C'est ainsi que nous sommes dit pourquoi ne pas réfléchir sur un business model ou sur une solution qui permet à chaque école de bénéficier de l'électricité, de la connexion Internet dans
afin de mieux utiliser notre logiciel de gestion et que toutes les données soient gérées de manière très fiable et sécurisée. Gladys, directrice de la stratégie et la transformation à Orange donne le sens de cet accord. Orange, dans sa mission, se veut être le partenaire de l'inclusion numérique en RDC. Donc notre porte est ouverte à tous les partenaires, tous les porteurs de projets, tous les start-upers qui auront des projets avec des impacts forts auprès des populations. Et nous avons également lancé il y a quelques jours POESAM, prix Orange de l'entrepreneur social, et nous invitons massivement les Congolais porteurs de projets, les start-upers à postuler, à candidater pour que nous puissions véritablement leur apporter l'accompagnement et le support nécessaire. Et ce communiqué nécrologique avant de quitter la famille de professeur Goïkassou Bélarmine les amis et connaissances que son fils Joël Goïkassou décédé le mercredi 6 avril 2022 sera réalisé ce mercredi 13 avril 2022. Le programme du deuil se présente de la manière suivante: mardi 12 avril 2022 de 9h à 15h. Signature du registre de condoléances au domicile familial 6 avenue Matondo numéro 8 bis, quartier Livoulou, commune de Lemba, référence à Rita Verrentan, de 18h à 21h, messe à l'église Limosanto et témoignage des collègues de service et paroissiens. 21h à l'heure veillée avec les chants de la chorale, les brebis de Jésus. Mercredi 13 avril 2022, de 8h à 9h, mise en place et recueillement des officiels à la mort de cinquantenaire. 9h10 à 9h50, déplacement de la mort à la paroisse Limosanto avec escorte officielle. 10h juste, 11h30, mise en place et début de la messe et oraison funèbre par les curés et le corps pastoral de 11h à 12h, dépôt de fleurs. 12h à 12h05, mot de la famille par son excellence le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique. 12h15, départ pour le cimetière Nécropole pour la Nécropole 1. Retour après enterrement au centre paroissial et Limosanto pour un bain de consolation. C'est à Kinshasa le 9 avril 2022. Maître José Panda ministre de la recherche scientifique et innovation technologique. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec tant d'attention. L'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda. Notamment, je vous retrouve dimanche prochain pour la grande édition du journal magazine avec le même plaisir. Bonsoir.